Il s'appelle Denilson de Oliveira Araujo, mais tout le monde le connaît sous le nom de Denilson. Fils d'Helvetia et Amelia Benedito, il naît le 24 août 1977 à Diadema. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il adore jouer au ballon et naturellement, à l'âge de 6 ans, il va intégrer le club de foot de son quartier Campagnaro près de São Paulo, le Ouro Verde. À cause d'un bégaiement, il va hériter de son premier surnom, Guaguinho. S'il va garder ce surnom jusqu'à l'adolescence, il va aussi se faire remarquer balle au pied. Après Ouro Verde, direction Varzeano, où son coach de l'époque, José Batista, est frappé par l'habileté du gamin de 11 ans. Il enchaîne avec le club de São Bernardo, et là, son destin va changer. Denilson raconte: nous sommes allés à un tournoi organisé à Caraguatatuba avec les 4 grands clubs de Sao Paulo et un invité, mon club de São Bernardo. Face à Sao Paulo, j'ai bien joué et l'entraîneur de l'époque, Nelsinho, m'a dit « J'aimerais bien que tu viennes à Sao Paulo ». J'ai répondu « Waouh, il faut quand même que j'en parle à mon père d'abord ». À la fin du tournoi, il m'a dit qu'un représentant du club viendrait me chercher et quelques semaines plus tard, j'intégrais le club de Sao Paulo. Pendant plus de 4 ans, Denilson va gravir tous les échelons jusqu'à se rapprocher de l'équipe pro. Mais attention, à l'époque, le championnat brésilien est particulier. Il y a d'un côté le championnat traditionnel, le Brasileiro, de l'autre côté le championnat local, le Paulista, ajoutez à cela la Copa do Brasil, les coupes continentales, et vous obtenez une 60aine de matchs. L'entraîneur de Sao Paulo est à l'époque Tele Santana, et ce dernier ne veut pas entendre du tout parler de la compétition continentale, la Coupe Conmebol. Il charge donc son adjoint, Muricy Ramalho, de former une équipe pour jouer cette compétition. C'est donc l'arrivée de l'Expressinho Tricolor, qui va regrouper des jeunes et des aspirants qui n'avaient jamais eu l'opportunité d'apparaître dans l'équipe professionnelle. On y retrouve des joueurs comme Rogério Ceni, Juninho Paulista, Caio, Bordone et le jeune Denilson. Au sein d'une équipe joueuse et insouciante, Denilson va vivre un véritable conte de fées pour ses débuts chez les pros. Engagé dans cette fameuse Coupe Conmebol, Sao Paulo va se retrouver en finale face aux Uruguayens de Penarol. Après avoir sorti Grêmio, les Péruviens de Cristal et les Brésiliens de Corinthians. Malgré l'ouverture de l'Uruguayen Dario Silva, le club pauliste va s'imposer 6-1. Denilson va inscrire un but et régaler les spectateurs de sa technique. À 17 ans à peine, il remporte son premier titre en jouant la finale et surtout devient le phénomène de l'équipe. Quelques années plus tard, Juninho Paulista dira d'ailleurs « La vérité est que notre équipe était très bonne. Malgré le manque d'expérience, nous avions beaucoup de talent et énormément d'énergie. » Avec Rogério Ceni et Juninho, Denilson vit son premier gros succès qui en appellera d'autres quelques années plus tard. Si les 2 saisons suivantes vont être très importantes dans la progression de Denilson car il va enchaîner les matchs, Sao Paulo ne va remporter malheureusement aucun titre et les résultats vont être décevants. L'année suivante, en 1995, il participe avec les jeunes de la Seleção au Mondial U20 au Qatar. S'il n'est pas titulaire de base, il va néanmoins jouer 4 matchs et participer à la finale perdue 2-0 face à l'Argentine coachée par José Pekerman, où on retrouve des joueurs comme Juan Pablo Sorin, Ariel Ibagaza, Christian Biagini et d'autres. Malgré cet échec, Denilson continue de grandir. En 96, il joue 26 matchs avec le club pauliste et il est devenu un titulaire aux côtés des Serginho, Emilson, Belletti, Elton, André Luiz. Sans surprise, le sélectionneur de la Seleção, Mario Zagallo, va l'appeler chez Léa pour un premier match face au Cameroun. Petit rappel, à l'époque, le vainqueur de la dernière Coupe du Monde est qualifié d'office pour le mondial suivant. Vainqueur en 94, le Brésil est donc qualifié d'office pour la Coupe du Monde en France en 1998. Par conséquent, le Brésil enchaîne les matchs amicaux jusqu'à cette période. Titulaire sur le côté gauche, Denilson va étaler son talent aux yeux de tous et aux côtés des Roberto, Djalminha, Giovanni, il va participer activement à la victoire 2-0 du Brésil. Un mois plus tard, il joue de nouveau avec la Seleção en amical, cette fois-ci face à la Bosnie de Hasan Salihamidzic. Nouvelle titularisation de Denilson en milieu ailier gauche et nouvelle grosse prestation du gamin. Si Ronaldo est buteur ce jour-là, le numéro 11 Aurey Verde est aussi un des hommes du match.
Mine de rien, Denilson se fait une petite place chez les A, mais la concurrence est féroce dans les années 90 au Brésil dans les postes offensifs. Avec Sao Paulo, Denilson va vivre 2 saisons compliquées collectivement. Le club n'est pas très performant sur la scène nationale et régionale, mais en dépit de cette morosité sportive, Denilson va rayonner. Comme en témoigne ce match entre Flamengo et Sao Paulo en février 1997. Cette rencontre oppose Denilson à Romario, et dans 2 styles différents, les artistes vont faire le show. À ce petit jeu-là, c'est la légende Romario qui va l'emporter avec un doublé, mais Denilson est plus qu'au niveau en face. Flamengo l'emporte 3-1 et en fin de saison, Sao Paulo terminera une nouvelle fois sans titre. Quelques mois avant le Mondial 98, la Fédération française de foot organise un tournoi de prestige avec l'Angleterre, le Brésil, l'Italie et la France, appelé le fameux tournoi de France. Lors du match Brésil-Italie, Denilson est titulaire. Et il va crever l'écran. Passement de jambes, dribble court, long, changement de rythme, crochet, tout y passe. À la fin de la rencontre, le coach italien Cesare Maldini demande qui est ce jeune prodige. Denilson raconte: j'étais en pleine forme à ce moment-là. J'entrais et je changeais souvent le cours des rencontres. Si le Brésil termine second du tournoi derrière l'Angleterre, la Seleção s'est trouvé un nouveau talent, voire un nouveau phénomène, un joueur rare, capable de faire la différence à n'importe quel moment. Dans la foulée du tournoi de France, Denilson va participer à la Copa América 97 en Bolivie. Sur le banc pour le match d'ouverture face au Costa Rica, il va entrer en cours de jeu face au Mexique pour le deuxième match et ne va plus jamais sortir de l'équipe type. Passeur décisif face au Paraguay en quart de finale, il va récidiver en demi pendant la démonstration 7-0 contre le Pérou avec un but et une passe décisive. En finale, il va littéralement sortir une masterclass face au pays organisateur, la Bolivie. Auteur de 3 passes décisives en finale, il est l'artisan majeur derrière Ronaldo du sacre brésilien en Copa América. Désormais, Denilson est plus qu'un plan B. À Rivaldo, Leonardo, Djalminha, Edmundo ou encore Romario, c'est désormais un titulaire en puissance de la Seleção, ni plus ni moins. Fort de cette nouvelle notoriété, Denilson a de nombreux clubs européens qui lui font les yeux doux. L'Inter le suit depuis plusieurs années, le Barça également. Le club catalan va d'ailleurs passer à l'étape supérieure en juillet 97. Il propose un gros chèque à Sao Paulo, plus le transfert de Giovanni, un international brésilien. Sao Paulo accepte le deal, mais un changement énorme va intervenir 2 jours plus tard. Denilson raconte: le deal était fait. Mon agent m'annonce que mon transfert au Barça était conclu. Mais 2 jours plus tard, le Betis Séville faisait une surenchère et proposait 32 millions d'euros. Évidemment, c'était impossible pour moi et Sao Paulo de refuser. Avec ce transfert, Denilson devient officiellement le joueur le plus cher de l'histoire du football. Il rencontre ses nouveaux coéquipiers, mais il repart à Sao Paulo directement. Dans le deal, Denilson appartient au club sévillan, mais il est prêté dans la foulée à Sao Paulo pour 1 an. Idéal pour bien préparer le Mondial 98, quelques mois plus tard, en France. Néanmoins, Denilson a du mal à retrouver ses sensations sur le terrain. En novembre 97, il donne une interview à AS où il confie être très excité à l'idée de rejoindre la Liga. Il assume la pression à venir, en précisant que si quelqu'un a payé autant d'argent pour le faire venir, c'est bien qu'il vaut cet argent. Mais il ajoute ne pas connaître les joueurs du Betis, car au Brésil, on ne connaît pas le Betis. Une manière décalée de montrer son envie de rejoindre son nouveau club. Car, à Sao Paulo, son cas divise. Plusieurs joueurs estiment que Denilson est moins concerné et qu'il devrait rester en Espagne. S'il existe une police d'assurance de 31 millions de dollars en cas de blessure, son coach, lui, Dario Pereira, compte sur lui. Et il va avoir raison. Néanmoins, c'est grâce à la Seleção que Denilson va retrouver de la confiance. En décembre 97, le Brésil dispute la Coupe des Confédérations en Arabie Saoudite.
Avec son armada offensive et ses leaders défensifs de l'époque, Cafu, Aldair, Roberto Carlos, Dida, la Seleção va rouler sur ses adversaires. Titulaire pour les 3 dernières rencontres de la compétition, Denilson inscrit un but important face au Mexique et il va donner 2 passes décisives en demi et en finale face à l'Australie. Nouveau trophée remporté après la Copa América 6 mois plus tôt. Hasard du calendrier, le Brésil va disputer la Gold Cup 1 mois et demi après. Avec une équipe remaniée et des joueurs locaux, le Brésil va pas du tout rayonner. Denilson ne stade pas et sa compétition est loin d'être un succès. Éliminé en demi-finale face aux États-Unis, la Seleção a déçu dans cette compétition. Revenu à Sao Paulo pour les derniers mois de la saison, Denilson va terminer son histoire d'amour avec son club formateur en boulet de canon. Le 19 février 98, Denilson ajoute une nouvelle pièce à son œuvre. Match face au modeste Rio Branco, 24e minute de jeu, Denilson récupère le ballon dans son camp, il place une accélération folle qui laisse sur place 2 défenseurs, puis file face au gardien. Sans en rajouter, Denilson feinte la frappe et dribble le gardien sans trembler. Dans la gestuelle et la réalisation, tout est parfait. On peut voir une forme de grâce dans ce but et une facilité déconcertante. Malgré une décevante 15e place dans le championnat brasileiro, la saison 97-98 de Sao Paulo va rester mémorable. En finale du championnat paulista, Sao Paulo affronte les Corinthians entraînés par Vanderlei Luxemburgo. Dans cette équipe, on retrouve des joueurs comme Marcelino Carioca, Vampeta, Chris, le Paraguayen Gamara. Cette finale se déroule en aller-retour. Première manche remportée 2-1 par les Corinthians dans le bouillant stade Morumbi de 80 000 personnes. Une semaine plus tard, le match retour va être d'un autre calibre. Entre l'aller et le retour, Sao Paulo a pu inscrire un joueur qui venait de signer, le légendaire numéro 10 brésilien, Rai. Un renfort de poids qui va tout changer dans cette finale. L'ex-joueur du PSG va ouvrir la marque à la 30e minute de la tête. En début de seconde période, Didi va égaliser et redonner l'avantage aux Corinthians sur l'ensemble des 2 matchs. Mais 7 minutes plus tard, c'est encore Rai qui va faire la différence. Il lance França qui marque le 2-1 pour Sao Paulo. En fin de match, Denilson va sortir un exploit personnel qui permet à França de doubler la mise. Score final 3-1, victoire de Sao Paulo dans le championnat paulista. Outre l'émotion liée à cette victoire, Denilson va fêter ses adieux avec les supporters. Si les larmes vont couler pour Goaguinho, c'est aussi parce que le joueur de 20 ans est encore très attaché à son club formateur. Durant les 9 années qu'il passe à Sao Paulo, il dispute au final 190 matchs, marque 26 buts. Il remporte une coupe comme Mebol et un championnat paulista. En parallèle, il a déjà remporté 2 titres majeurs avec la Seleção. Il fait désormais partie des légendes du club. Il peut donc se consacrer pleinement à ces 2 défis majeurs, la Coupe du Monde 98 et son arrivée au Betis Séville. Pour illustrer le poids pris par Denilson en Seleção en 1998, il faut bien se rappeler qu'à ce moment-là, il fait partie avec Ronaldo, Romario, Roberto Carlos, Juninho Paulista et d'autres, des joueurs choisis pour la pub Nike juste avant le mondial en France. Un moment toujours sympa à se revoir.
Les deux matchs amicaux de la Seleção avant le début du mondial en France sont mitigés. On a d'un côté une belle victoire 2-1 en Allemagne, et de l'autre, une défaite qui fait toujours mal face à l'Argentine, 1-0. L'ambiance est bonne, les stars sont là, mais c'est un terrible coup dur qui va frapper le Brésil. La star Romario, qui avait été énorme en 1994, se blesse quelques semaines avant le début du mondial au mollet. Le joueur reste confiant sur sa présence, mais un gros doute persiste. Il passe une IRM à la clinique des Lilas en Seine-Saint-Denis qui va lui briser ses rêves de succès. Il est forfait officiellement, il doit renoncer au mondial 98. De son côté, Mario Zagallo va devoir trouver un successeur et il va surprendre tout le monde en choisissant Emerson, le milieu défensif du Bayer Leverkusen, qui passera par la suite par la Roma, la Juve, le Real ou le Milan. Un choix étonnant quand on sait qu'un Rai ne fera pas partie de l'aventure. Après les forfaits de Gascogne, Boxic, Peruzzi, Sammer, Foé, la Coupe du Monde et son prestige en prennent un sérieux coup avec cette nouvelle défection. La victoire 3-0 contre Andorre à quelques jours du début du mondial n'apporte pas de grands enseignements. Néanmoins, on le sait tous, la Seleção arrive dans la peau du favori numéro 1 à la victoire finale. Pour le match d'ouverture, le Brésil affronte l'Écosse. Sur le papier, il y a plusieurs classes d'écart entre la bande à Ronaldo et la sélection de John Collins, Colin Hendry. Si César Sampaio inscrit le but du 1-0 au bout de 4 minutes, l'Écosse ne lâche rien comme d'habitude. Avant la mi-temps, le monégasque John Collins égalise sur penalty. Brouillon, les hommes de Mario Zagallo galèrent. 70e minute de jeu, Denilson rentre à la place de Bebeto. 3 minutes après, le Brésil reprend l'avantage grâce à un CSC de Boyd sur un bon travail de Cafu. Le score ne bougera plus. La Seleção s'impose 2-1 sans convaincre. Pour le second match contre le Maroc, Denilson est encore sur le banc. Malheureusement pour lui, le Brésil va cartonner. 3-0, but de Ronaldo, Rivaldo et Bebeto. Le numéro 19 ne rentrera que pour les 3 dernières minutes. Cependant, le Brésil est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Pour le dernier match de la phase de poule, le sélectionneur Mario Zagallo décide de faire un essai. Face à la Norvège, on retrouve une sorte de 4-3-1-2. Rivaldo est derrière deux attaquants, Ronaldo et Bebeto. Denilson est titulaire dans un milieu à 3. Si Denilson réussit à faire une passe décisive pour Bebeto, la Seleção encaisse 2 buts dans les 10 dernières minutes et s'incline 2-1. Refroidi par l'essai tactique, Zagallo va reprendre son 4-4-2 face au Chili en huitième de finale. Il dira d'ailleurs au sujet de Denilson plus tard, c'est un joueur remarquable qui peut faire l'inattendu et nuire tout simplement à l'opposition. Nous l'utiliserons donc quand nous penserons qu'il aura le plus d'impact. Nous ne pouvons pas gagner la Coupe du Monde avec 11 joueurs. Face à la sélection d'Ivan Zamorano et Marcelo Salas, le Brésil va s'amuser en huitième de finale. À la mi-temps, la Seleção explose le Chili 3-0 grâce à un doublé de César Sampaio et un but de Ronaldo. Si Salas réduira l'écart à la 70e minute, Ronaldo mettra fin au suspense 2 minutes plus tard. Remplaçant, Denilson joue les 25 dernières minutes et il donne encore une passe décisive au terme d'un match abouti. Suffisant pour le voir titulaire en quart de finale face au Danemark? Négatif. Dans un match fou, Danois et Brésiliens vont se rendre coup pour coup. But à la 2e minute de Jorgensen, égalisation de Bebeto, but de Rivaldo, égalisation de Brian Laudrup, mais derrière c'est Rivaldo qui inscrit le but fatal. Denilson rentre en fin de match comme d'habitude, mais il ne parvient pas à se mettre en valeur. Le Brésil est néanmoins qualifié pour les demi-finales où il affrontera les Pays-Bas, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Jaap Stam et bien d'autres. Dans un vélodrome bouillant, Denilson est encore et toujours remplaçant. Si le but de Ronaldo à la 46e a longtemps paru suffisant aux Brésiliens, la tête de Patrick Kluivert à la 87e renvoie les deux équipes en prolongation. Rentré en jeu à la 70e minute de jeu, à la place de Bebeto, Denilson va essayer de profiter des espaces pour donner le bon ballon à Ronaldo ou Rivaldo. Mais rien ne changera, les deux sélections vont aller jusqu'à la séance de tir au but. À cet exercice, le Brésil ne tremble pas. Ronaldo, Rivaldo, Emerson et Dunga réussissent leur tentative, tandis que Cocu et Ronaldo Bourg se loupent. Denilson dira d'ailleurs « Je remercie Tafarel car, avec son arrêt, il m'a empêché d'aller tirer le dernier penalty ».
Victoire donc de la Seleção qui retrouve une finale de Coupe du Monde 4 ans après 94. Denilson sait par contre qu'il ne débutera pas comme titulaire face à la France. Mais le cas Ronaldo va tout changer. Victime de malaise le matin du match, la star n'est pas en état de jouer la rencontre. Mais pourtant, il va la jouer. Denilson se souvient. Le coup dur, c'est l'affaire Ronaldo, juste avant la finale. On a perdu la concentration. Il y avait pourtant des joueurs expérimentés comme Dunga, Tafarel, Cafu. Mais même eux ont eu du mal à gérer cette situation. Ce qui dit, même avec Ronaldo à 100%, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu gagner cette finale. Jamais entré dans le match, le Brésil encaisse 2 buts par Zidane lors de la première mi-temps. La Seleção semble perdue. À la pause, Denilson remplace Leonardo pour ce qui semble être un tout pour le tout côté Zagallo. Si le joueur brésilien se met en évidence à plusieurs reprises, il manque toujours quelque chose. Il ne parvient pas à débloquer la situation. Et en fin de match, Emmanuel Petit ajoute un 3e but. Le Brésil s'incline définitivement 3-0. Denilson connaît la première déception de sa carrière. Si son mondial reste positif, avec des gestes de classe et une place de finaliste, il n'a pas pu démontrer aux yeux du monde entier le joueur qu'il est. Ce sera pour plus tard, pense-t-il. Arrivé avec l'étiquette du joueur le plus cher de la planète, Denilson débarque dans une équipe moyenne de Liga. 8e du dernier exercice, le Betis est néanmoins qualifié pour la Coupe UEFA. Outre l'arrivée de Denilson, le club a dépensé plus de 50 millions d'euros sur le mercato estival. Un record pour le club. Mais cette arrivée pose problème au sein du Betis. Mécontent de voir le président faire de la place pour son nouveau chouchou, au détriment de l'équipe, Luis Aragonès démissionne du poste d'entraîneur. Tout est parti d'une parole déplacée du coach Luis Aragonès au président Lopera. Peu importe combien coûte Denilson, le titulaire l'année prochaine sera le croate Robert Jarni. Réponse du président Lopera, eh ben non, parce qu'on va vendre Jarni. Dans ces conditions, Aragonès laisse sa place, Oliveira puis Cantator viendront sur le banc du Betis. Le président du Betis Séville, Juan Ramón Lopera, voit dans l'arrivée de Denilson l'occasion de se rapprocher du top 4 espagnol et ainsi se qualifier pour la lucrative Ligue des Champions. Un projet ambitieux qui ne va pas du tout prendre la tournure espérée. Toutefois, l'arrivée de Denilson, le 30 juillet 98, au stade Benito Villamarín, est comparable à celle d'une rockstar. Que no se iba a poner la camiseta del Betis, para que se la quiten tienen que cerrar un banco. ¡Denilson! Ahí está, Denilson. El número 23 de momento. Todo un crack, toda una estrella. Et un vent d'optimisme gagne les supporters du Betis Séville. Une semaine après, il fait sa première apparition pour un amical face au Celta Vigo, et le 29 août 1998, il joue la première journée de Liga contre Alavés à San Mamés. Titulaire côté gauche, le nouveau numéro 16 ne parvient pas à être décisif, et le Betis Séville va concéder un triste 0-0. On ne le sait pas encore, mais le match va être à l'image du parcours de Denilson au Betis Séville. De la bonne volonté, beaucoup d'erreurs, et une inefficacité monstrueuse devant le but ou dans le dernier geste. Après 7 journées de Liga, le Betis est dernier du championnat après avoir néanmoins gagné 1-0 à Bernabéu face au Real. Le coach est viré, le pompier de service Javier Clemente débarque sur le banc. Denilson va comprendre que l'insouciance et le plaisir de jouer ne sont plus que des lointains souvenirs. Petit à petit, Denilson rentre dans le rang, il manque des gestes simples, se complique la vie, et finit par perdre confiance en lui. Denilson raconte:
Le prix de mon transfert était exorbitant pour l'époque, et c'est vite devenu un problème pour moi. Pour la presse, je devais tirer le corner et marquer le but moi-même. En plus, le football brésilien est beaucoup plus lent que l'espagnol. Moi, j'avais l'habitude de dribbler 5 ou 6 joueurs. En Espagne, tu peux pas faire ça, ça va bien trop vite. Il faut lâcher le ballon avant. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Pour tenter de le réveiller, le président de l'Opéra va avoir une idée originale. Mais alors très originale. Une page dans le journal Marca pour lui faire passer un message. Un message lunaire. Celui d'un président de club à un joueur de son effectif. Cher Denilson, je ne sais pas si vous allez jouer ce soir ou pas, car je ne me mêle jamais du métier d'entraîneur. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est que notre objectif, c'est que vous vous sentiez chez vous ici. Comme ça, vous pourrez performer sur le terrain comme vous seul savez le faire. Personne ne vous demandera de compte demain, car nous voulons compter sur vous pour un avenir plein de joie pour le Betis. Alors oubliez cette pression. Sortez, amusez-vous au Villarmarine ou ailleurs, mais toujours dans le cadre de la mission que notre coach vous confie. Quelque chose que vous faites déjà, d'après ce qu'on m'a dit et de ce que je vois. Juste pour que vous le sachiez, j'ai une demande sur la table de plusieurs clubs qui souhaitent vous avoir. Et ce ne sont pas des clubs ordinaires. On parle de la Juventus, du Milan, du PSV, de l'Ajax, de l'Inter, qui m'ont tous dit que si vous ne vouliez pas y rester ici, vous avez votre place là-bas. Mais vous venez du Betis et vous devez réussir ici. Vous avez également rencontré une équipe du Betis qui a connu un été très mouvementé, avec la fuite de 2 entraîneurs, mais vous savez comme moi qu'avec Javier Clemente, nous allons remonter au classement. Vous saviez mieux que moi que vos collègues sont de premier ordre et qu'ensemble, vous allez faire de grandes choses. Votre grand jour arrivera bientôt et j'espère que vous saurez comment consacrer votre premier but à cette merveilleuse base de fans qui vous soutient, à vos coéquipiers qui veulent le meilleur pour vous et l'équipe, à vos entraîneurs qui cherchent un moyen pour vous de sortir de cette impasse et du président qui va continuer à vous faire confiance et qui veut seulement vous voir habillé en vert et blanc. Suite à cette déclaration d'amour, Denilson délivre un match terne et sans relief. À la mi-saison, Denilson n'a marqué aucun but et délivré 0 passe décisive. Le club est éliminé par Bologne en Coupe UEFA en 8e de finale. Le Betis va s'enliser dans le ventre mou et il faudra attendre le 14 février pour voir enfin un but de Denilson face au Racing Santander pour un match lambda de Liga. Certes, son but ramène 1 point, mais cela fait peu par rapport au prix investi. Inévitablement, la presse le prend pour cible et ne va jamais le lâcher. Durant de nombreuses semaines, il est victime du prix de son transfert et désigné comme le principal responsable des maux du Betis. Un raccourci assez simple et simpliste, car la réalité est que le 11 du Betis est déséquilibré et qu'il manque cruellement du talent dans cette équipe. Cependant, au soir de la dernière journée de Liga, le bilan statistique de Denilson fait peur à voir. 35 matchs, 2 buts, 1 passe décisive. Un véritable flop. S'il reste encore appelé en Seleção, il perd peu à peu de son influence. Il n'est pas titulaire et son temps de jeu devient limité. Le nouveau sélectionneur, Vanderlei Luxemburgo, ne l'apprécie pas particulièrement et ses performances en club ne plaident pas forcément en sa faveur. Ses absences vont laisser des traces, la preuve avec la Copa América 99, remportée par le Brésil sans Denilson. Idem pour la Coupe des Confédérations, où la Seleção arrive en finale, pas de Denilson. La saison 1999-2000 commence bien pour le Betis. Le club remporte un trophée pendant l'été. Certes, c'est un tournoi amical qui opposait le Betis, la Lazio, Vasco de Gama et Cadix. Vainqueur de la Lazio en finale, Denilson avance avec confiance pour débuter ce nouvel exercice. Mais la chute va être dure, car rien ne va tourner durant cette saison. Mauvaise entente, équipe démotivée, coach peu écouté, tous les ingrédients de la saison galère. Denilson est toujours aussi maladroit, 1 but jusqu'au mois de février, 0 passe décisive. Nouveau changement de coach, c'est Gus Hiddink qui vient tenter de sauver le Betis. Mais le mal est trop profond, l'équipe joue à l'envers, à 3 journées de la fin, Hiddink est viré, ce sera insuffisant. Au soir de la dernière journée de Liga, le Betis termine 18e et premier relégué en Segunda B. À noter que le 19e et le 20e cette année-là sont l'Atlético Madrid et le FC Séville, 2 gros clubs d'Espagne. Si cette relégation est un nouveau coup dur sportif pour Denilson, il retrouve paradoxalement la Seleção à ce moment précis. Toutefois, il ne dispute qu'une poignée de minutes et ne change pas son statut
aux yeux de Vanderlei Luxemburgo, le nouveau coach de la Seleção. Changement de cap pour la saison 2000-2001. Suite à la relégation, le Betis doit faire des économies et logiquement, le salaire de Denilson est dans le viseur. En juillet 2000, Flamengo décide d'accueillir Denilson en prêt pour 1 an. L'objectif est que le joueur retrouve de la confiance et de la valeur. Mais l'expérience va très vite mal tourner. Pourtant, Flamengo a une belle équipe à l'époque. Julio César, Alex, Petkovic, Vampeta, Juan et le très jeune Adriano. Mais la gestion est catastrophique, les salaires sont pas payés. Vampeta dira d'ailleurs de cette période, ils font semblant de me payer, moi je fais semblant de jouer. Atterson, un autre joueur de l'époque, raconte, c'est pas que ça s'est mal passé, c'est qu'il n'y avait pas d'organisation, et le football a besoin d'organisation. Sans surprise, le prêt de Denilson est un gros flop, 17 matchs joués, 4 buts, un retour à Séville 6 mois après le début. Cerise sur le gâteau, son agent l'a escroqué. Il raconte, on voulait investir au Brésil. Au moment de l'achat d'un terrain, mes parents me disent qu'il n'y a pas assez d'argent sur mon compte. C'était impossible vu le salaire que j'avais. C'est là que j'ai compris que mon argent était responsable et qu'il nous avait trompés. Depuis mon transfert au Betis, c'était lui qui gérait mon argent. De son côté, le Betis a très bien débuté la saison en Segunda B. Le club est premier quand Denilson rejoue avec les Verts et Blancs. S'il ne marquera aucun but jusqu'à la fin de saison, l'essentiel est ailleurs. Le Betis Séville remonte en Liga 1 an après sa descente. Malgré la victoire en Copa América, obtenue en juin 99, le sélectionneur du Brésil, Vanderlei Luxemburgo, a été limogé de son poste de sélectionneur. L'élimination en quart de finale des JO face au Cameroun lui a été fatale. Pour le remplacer, la fédé brésilienne choisit Emerson Leao. Les résultats sont catastrophiques avec des défaites face au Paraguay, Chili et Équateur en éliminatoire. La Coupe des Confédérations 2001 remportée par la France est un fiasco intégral pour la Seleção qui termine 4e derrière l'Australie. Dans la foulée, c'est un coach bien connu au Brésil qui prend la place, Luis Felipe Scolari. Peu connu en Europe, cela fait pourtant 20 ans qu'il est coach au Brésil. Il connaît tous les joueurs brésiliens, un atout pour Denilson qui peut avoir une nouvelle chance en Seleção. Et quelques jours plus tard, Scolari appelle Denilson pour disputer la Copa América. Le gaucher va donc en profiter pour se mettre en évidence à plusieurs reprises. Buteur face au Pérou et au Paraguay, il donne aussi 2 passes décisives. Malheureusement pour lui, le quart de finale face au Honduras est un véritable cauchemar. Battu 2-0, les hommes de Scolari sortent par la toute petite porte de la Copa América 2001. Mais pour Denilson, l'opération est un petit succès statistique. Il peut légitimement espérer être du groupe des 23 pour le Mondial 2002. Revigoré par cette parenthèse Seleção, Denilson entame la saison 2001-2002 avec beaucoup de détermination. Si le Betis perd lors du premier match de la saison face à Malaga et son buteur Dario Silva, les Verts et Blancs enchaînent 5 victoires consécutives dont un fameux 3-1 contre le Real Madrid de Figo, Zidane, Raúl et autres. Le club est leader de Liga après cette journée, Denilson est titulaire, le coach Juan de Ramos l'apprécie, tout va bien. Certes, il est peu décisif, mais on retrouve peu à peu le feu follet qu'on avait connu du côté de Sao Paulo. Tout va donc pour le mieux pour le joueur et pour le club. Mais une affaire extrasportive va changer le cours des choses. Le 31 octobre 2001, date d'Halloween, une soirée est organisée chez Benjamin, un des joueurs cadres du Betis. Ce qui devait être un dîner entre coéquipiers va vite basculer en grosse fête. Rien d'extraordinaire quand on connaît le milieu du foot. Le seul problème, c'est que le président Lopera et le coach Juan de Ramos sont au courant. Ces deux-là vont donc se rendre sur place chez Benjamin pour constater l'ampleur des dégâts. Le président Lopera raconte: on s'est garé devant la maison et on a observé ce qui se passait. On a vu de nombreuses filles débarquer. Avec le coach, on s'est dit c'est pas normal. Il faut aller voir ce qui se passe. En arrivant sur place, les joueurs vont blêmir. Certains comme Denilson vont carrément sauter par la fenêtre pour pas se faire voir par le président. Joaquin, présent à cette soirée, raconte: Denilson a sauté par la fenêtre, car il savait que l'Opéra, le voyant, il ne serait plus payé. L'Opéra rajoute: quand on a vu que certains joueurs étaient en pleine action avec des filles, on a exigé que la fête s'arrête sur le champ. Benjamin sera sanctionné, et la renégociation du contrat d'image de Denilson va largement se compliquer. Malgré les apparences, cette affaire va plus souder les joueurs que les diviser. Si la saison est aussi bonne pour le Betis, c'est parce qu'il y a un jeune talent qui explose. Joaquin, le gamin formé au club. Attraction de la presse, il bénéficie d'une cote folle auprès des supporters. Déchargé d'une partie de l'attention, Denilson retrouve du plaisir sur le terrain.
mais la réussite le fuit encore. 34 matchs, 3 buts à la fin de saison, les stats ne sont pas exceptionnels. Qualifié pour la Coupe UEFA, le Betis peut se remettre à espérer à finir dans le top 4 la saison prochaine. Pour couronner le tout, Denilson fait partie des 23 sélectionnés de Scolari pour disputer la Coupe du Monde 2002. Certes, il passe loin derrière Ronaldinho, Rivaldo ou Juninho Paulista. Denilson est d'ailleurs très lucide à ce sujet-là. Rivaldo, Ronaldo et Ronaldinho, ces trois-là ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient. Dans le vestiaire, c'était des gars simples, presque timides parfois. À l'époque, on discutait avec les journalistes après l'entraînement. Aujourd'hui, il faut presque 10 interviews pour parler à Neymar. Pour le Mondial 2002, Denilson va rentrer à presque tous les matchs. 20 minutes contre la Turquie, une mi-temps contre la Chine, 33 minutes en huitième de finale face à la Belgique. Et puis, il y a cette demi-finale contre la Turquie. Rentré pour les 15 dernières minutes, il va laisser une image forte de ce Mondial 2002. Sur un ballon de contre-attaque, il va se retrouver seul face à 4 adversaires sur le dos. S'il va réussir à conserver le ballon quelques secondes et obtenir la touche, on peut légitimement se poser la question de l'intérêt footballistique de cette séquence. Denilson pense plus à dribbler qu'au collectif. Un peu triste car il se caricature tout seul. Derrière, le Brésil file en finale, la 3e de suite, et Denilson va encore se faire remarquer avec une entrée cette fois à la 90e minute. Mais c'est suffisant pour placer une accélération et tenter quelques dribbles juste derrière. Inutile, mais agréable visuellement. Le doublé de Ronaldo ayant fait l'affaire auparavant, le Brésil remporte la 5e Coupe du Monde de son histoire. Denilson est champion du monde, et il va décrocher aussi 2 records durant ce mondial. Le premier est celui du joueur qui est le plus rentré en cours de match durant une Coupe du Monde, 11 apparitions, 6 en 98, 5 en 2002, et celui du plus jeune joueur ayant joué 2 fois de suite une finale de Coupe du Monde. Si ce dernier record a été battu en 2022 par Kylian Mbappé, le premier record perdure encore. Champion du monde à 25 ans, Denilson a tout pour écrire les plus belles pages de sa carrière pendant encore au moins une dizaine d'années. Oui, mais ça, Denilson, il en avait pas vraiment envie. Sa saison 2002-2003 va clairement montrer que Denilson n'a plus forcément envie de se faire violence. Le coach de l'époque, Victor Fernandez, l'apprécie pourtant. L'émergence de Joaquin, mais aussi de Capi, D'Arzu ou Ito font du bien au Betis, mais Denilson ne sublime pas ce collectif. En Europe, le Betis se fait sortir par l'AJ Auxerre en 16e de finale de Coupe UEFA, victoire 1-0 à Séville, défaite 2-0 du côté de la Baie des Champs face à l'AJ Auxerre. Auteur de 2 buts en 25 matchs, un doublé face à Villarreal, la saison de Denilson est un nouvel échec. Cela commence à donc faire beaucoup pour Denilson. Logiquement, ses performances fragilisent sa position en Seleção. Pire, le licenciement de Scolari lui enlève un passe-droit dont il bénéficiait avec l'ancien sélectionneur. Si le nouveau Carlos Alberto Pereira l'appellera pour un match amical face à la Chine en février 2003, Denilson rentrera sans le savoir pour la dernière fois avec le maillot brésilien. La saison suivante, en 2003-2004, Denilson va continuer à plonger au fur et à mesure. Il va perdre sa place de titulaire dans le 11 de Victor Fernandez, et hormis un but dans le derby de Séville qui se terminera par un match nul de partout, il y a peu de choses à se mettre sous la dent concernant Denilson. Le Betis finit dans le ventre mou du classement à la 9e place, et Denilson n'a toujours pas inscrit plus de 3 buts en une saison depuis plus de 6 ans. Désormais, Denilson est un joueur lambda, plus personne n'attend de lui qu'il soit le sauveur de l'équipe. Son contrat pendant encore 4 ans, il s'y dirige vers une fin de carrière sans pression. Néanmoins, son genou commence à le faire souffrir. Blessé pendant plus de 6 mois, il fait son retour en 2005 face à la Corogne. L'équipe tourne bien et le coach Lorenzo Serra Ferrer a un bon feeling avec lui. Avec lui, j'ai envie de tout donner sur le terrain, dira Denilson à cette époque. Remplaçant toute la fin de saison, il participe tout de même à 10 matchs. 4e de Liga, le Betis va terminer la saison en beauté et remporter la Copa del Rey contre Osasuna. Un premier titre pour Denilson et une qualification pour la Champions League. Tout ça avec un coach qui vous adore. Idéal pour continuer au Betis. Mais pas pour Denilson. À la surprise générale,
Le 23 août 2005, les Girondins de Bordeaux annoncent l'arrivée du Brésilien pour une durée d'1 an. Le coach bordelais de l'époque, Ricardo, le connaît. Il cherche un profil d'ailier gauche et il pense pouvoir relancer Denilson. Denilson raconte: c'est Savio qui m'a convaincu d'accepter la proposition de Bordeaux. Il y avait joué en 2002-2003 et il m'a dit de foncer. J'ai été traité comme le champion du monde 2002 que j'étais. C'est exactement ce dont j'avais besoin après les mois compliqués à Séville. Obligé de s'en séparer pour faire des économies, le Betis Séville laisse filer son ex-vedette contre 500 000 euros. On rappelle juste qu'il avait coûté 32 millions d'euros 7 ans auparavant. On vous laisse faire le calcul. Au sein d'une équipe de bon niveau, Mavouba, Chamac, Darcheville, Planus, Fernando, Ramé ou encore Smisser, Denilson va retrouver le sourire et surtout le statut de joueur à part qu'il affectionne tant. Pour la conférence de presse lors de son arrivée, il annonce: je confirme que je suis un joueur spécial, mais uniquement parce que je suis beau à avoir joué. Avec des objectifs raisonnables, en top 6, Bordeaux ne prend pas un gros risque financier en signant Denilson et le Brésilien de son côté peut se relancer une énième fois. Bon, si l'on devait mettre une note à son passage en Ligue 1, on mettrait un 11-12. Au-dessus de la moyenne, car il a sorti des gestes dont lui seul a le secret, mais de l'autre côté, il a encore manqué de réalisme et d'efficacité. Petit plus, le but inscrit face à Nice, le 26 mars 2006, au bout de 11 secondes, qui est toujours le deuxième plus rapide de l'histoire du championnat de France. Un coup d'éclat qui ne sort pas grand-chose dans la carrière d'un joueur, mais quand même, c'est une ligne de plus. Second derrière Lyon, Bordeaux se qualifie pour la Ligue des Champions la saison suivante, l'occasion pour Denilson de jouer enfin cette compétition. À 29 ans. Eh ben non, il va encore prendre tout le monde à contre-pied, en filant cette fois-ci en Arabie Saoudite, du côté d'Al Nasser. Le challenge sportif? Non, soyons sérieux, le chèque était bien trop tentant. Là-bas, Denilson joue peu, mais régale quand même. Mais après une saison sans saveur, Denilson change de continent et décide de tenter l'expérience aux États-Unis, à Dallas. Loin du niveau d'une phase finale de Coupe du Monde ou d'un match de Liga, la MLS peut être néanmoins un bon terrain de jeu pour Denilson qui a désormais 30 ans. Mais la passion n'y est plus forcément pour le Brésilien. En dépit de l'engouement lié à l'arrivée de Beckham dans le championnat US, Denilson ne jouera que 8 matchs et n'inscrira qu'un seul but. Battu en quart des finales des playoffs, Dallas ne retiendra pas Denilson en fin de saison. Libre de tout contrat, il aimerait bien revenir à Sao Paulo pour boucler la boucle. Il demande donc au club de pouvoir s'entraîner pour garder sa condition physique. Refus catégorique des dirigeants de l'époque. Un comble quand on sait que le transfert de Denilson de Sao Paulo au Betis, il y a plus de 10 ans, a permis au club de rénover le vieux stade Morumbi. Vexé, Denilson prend les devants et se rapproche de Palmeiras, entraîné par qui? Son ancien sélectionneur, Vanderlei Luxemburgo. Séduit par la perspective de relancer Denilson, Palmeiras engage le Brésilien pour un an. Dans un environnement qu'il connaît et dans un championnat modeste, Denilson va écrire la dernière page dorée de son histoire de footballeur. Engagé dans le championnat paulista, Palmeiras va se retrouver en finale après avoir battu Sao Paulo en demi-finale. Facile vainqueur de Ponte Preta 5-0, Palmeiras remporte le championnat paulista 12 ans après son dernier titre. Pour Denilson, c'est aussi un joli clin d'œil. 12 ans après le sac au Morumbi face aux Corinthians, Denilson remporte de nouveau cette compétition, mais avec un autre club. En championnat national, Palmeiras fait une bonne saison et Denilson délivre encore quelques sucreries balles au pied. Il participe à la 4e place du club, synonyme de participation à la Copa Libertadores la saison suivante. Mais comme au Betis en 2005 ou à Bordeaux en 2006, dès que le club rentre dans la cour des grands, Denilson file à l'anglaise. La preuve, derrière sa fin de contrat avec Palmeiras, le Brésilien rebondit à Bolton. Enfin, il croit rebondir à Bolton. Gary Megson, le coach de l'époque, se souvient. Denilson est une personne fantastique. Il n'a pas joué la star et je n'ai que des points positifs à dire sur l'homme que j'ai rencontré. Sauf que sur le footballeur, le coach n'a rien à dire. Résultat, l'essai de Denilson est un échec. Bolton préfère rester avec ses 2 ailiers déjà dans l'effectif, Matty Taylor et Ricardo Gardner. Sans commentaire. La fin de parcours va être encore plus exotique. Après l'Amérique du Sud, l'Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient, Denilson part pour l'Asie et le Vietnam plus particulièrement. Mais en 2009, le joueur de 32 ans n'a plus les moyens de jouer avec continuité. Ses genoux le font souffrir, il ne disputera d'ailleurs qu'un match là-bas. Il raconte: le niveau était tellement faible que même blessé, je pouvais jouer.
Le président m'a supplié de jouer au moins un match. J'ai pris des anti-inflammatoires toute la journée et je n'ai presque pas couru. Mais le président m'a dit que j'avais été exceptionnel. On espère que le président en a bien profité car c'est le seul match disputé par Danielson à Haiphong au Vietnam. Après une toute dernière pige à Kavala en Grèce où il a encore dû se battre pour se faire payer, Danielson décide un matin de 2010 d'appeler ses parents pour leur annoncer qu'il arrête sa carrière. C'est très dur d'arrêter le football, surtout à cause d'une blessure. Après plus de 400 matchs disputés en pro et plus de 50 buts inscrits, 7 titres remportés dont une Coupe du Monde et une Copa América, Denilson de Oliveira Araujo raccroche officiellement les crampons. On pourra toujours regretter que Denilson n'ait pas réussi à faire mieux durant toute sa carrière. Pas de match de Ligue des Champions disputés, 0 titre de champion, et au final peu de distinctions personnelles. Pour certains, comme Javier Clemente, son ancien coach, Denilson ne valait en aucun cas 5 milliards de pesetas, mais il était célèbre. Il aurait pu être un très bon joueur, mais il n'a jamais voulu arrêter de jouer un football qui valait rien. Un jour, il a dribblé un joueur 4 fois, et il l'a attendu la 5e fois. Peu de joueurs l'appréciaient dans le vestiaire. Mais paradoxalement, c'était un bon garçon et un gars humble. La presse l'a toujours critiqué, et pour moi, il a subi trop de pression. Quand on y réfléchit, c'est sûrement à cet endroit précis que la carrière de Denilson a basculé. Il n'était pas le genre de joueur qui se sublime quand il est dos au mur. Il aurait dû continuer de jouer son jeu sans se soucier des attentes et de la pression. Car techniquement, Denilson reste encore aujourd'hui une référence technique. S'il avait joué à notre époque, il aurait assurément eu une carte technique de joueur FIFA avec 5 étoiles, suffisant pour marquer les esprits. Longtemps comparé à Cagnotero, Garrincha ou Jardim, Denilson a fait passer des émotions aux supporters et plus largement aux amateurs de football. Le plus important à ses yeux. Il répète. On attendait peut-être plus de moi, mais je crois avoir bien rempli ma mission dans le couloir gauche. Encore aujourd'hui, je suis reconnu dans la rue pour ça. Et ça, pour moi, ça me fait plaisir. D'autres ont été oubliés, hein. Pas moi. Oui, il aurait pu faire beaucoup plus. Ok, il aurait pu devenir un des meilleurs joueurs du monde. Il s'est contenté de s'amuser sur le terrain sans se soucier du lendemain. Après tout, ça reste la base du foot. En tout cas, c'est la philosophie de vie de Denilson et pour notre plus grand plaisir visuel.